Madame, monsieur, bonjour. Germinal Perrault est président du conseil départemental de Dordogne depuis 6 ans. Malmené par les opposants au projet de la déviation de Bennac, l'ex-député socialiste demeure combatif et a d'ores et déjà annoncé sa candidature à sa propre succession. Finances du département, solidarité, art rupestre. Germinal Perrault défend ses projets ce matin dans Dimanche en politique. Germinal Perrault, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Alors je le disais, vous êtes président du conseil départemental de Dordogne depuis 2015. Ce mandat de 6 ans a-t-il été plus compliqué que ce que vous aviez imaginé ? Non, je vous dirais non, puisque je connais bien l'institution départementale. J'ai été élu en 1988, ça fait 32 ans, donc je connais bien son fonctionnement. Et il y a eu des difficultés, forcément, mais il y a eu aussi de belles réussites. Et non, je ne l'ai pas vécu comme un mandat compliqué. Il faut dire que je suis un petit peu rodé. Alors, vous avez vécu des temps forts, on en parlera tout au long de cette émission. Bennac, bien évidemment, la déviation, on en reparlera un petit peu plus tard. Oui. Mais en dehors de Bennac, il ne faudrait pas que Bennac masque tout le bilan. Quels ont été les temps forts de ce mandat ? Écoutez, moi, j'ai fixé un cap pour la Dordogne, c'est celui de l'excellence environnementale. Et dans tous les domaines, d'une façon transversale, dans tous les domaines, on essaie d'aller vers l'excellence environnementale, que ce soit sur les travaux routiers, sur les travaux d'isolation des bâtiments, que ce soit avec le zéro pesticide, que ce soit avec le plan bois-énergie, que ce soit avec le manger local. Et on est très fiers d'une réussite qui est d'abord celle que les 500 communes de la Dordogne ont fait qu'on a été le premier département de France à adopter la charte zéro pesticide à 100%. Et puis aujourd'hui, on a eu, à la rentrée de 2019, le premier collège de France 100% bio en termes d'alimentation, celui de Belvès. Il y a quelques mois, on a eu le deuxième collège 100% bio, celui de Montpont. Et j'espère qu'à la prochaine rentrée, on aura une cité scolaire qui regroupe à la fois un lycée et un collège, à Nontron, qui sera la première cité scolaire 100% bio en France. De votre Dordogne, lorsque vous regardez l'évolution de la situation, l'évolution écologique à Bordeaux, par exemple, ou dans les grandes villes, suite aux municipales, vous en pensez quoi ? Suite aux municipales ? Oui. Bon, j'ai été amusé par l'histoire du sapin, le nouveau maire qui ne veut pas d'arbres morts. Ça cache quelque chose derrière. C'est qu'en vérité, une partie de la classe politique qui se revendique écologiste, mais moi je me revendique comme un écologiste, du moins une partie d'Europe Écologie Les Verts, considère que toucher au vivant, c'est un crime. Quand on entend M. Jadot parler de la chasse et qu'il veut la sortir de France, on voit bien que derrière, il y a l'idée que tuer un animal dans une basse-cour, eh bien, ce serait un acte criminel. Abattre un arbre, ce serait un acte criminel. Bon, je crois qu'il faut retrouver la raison. Et il faut expliquer aux amoureux de la nature qu'un arbre, ça vit, ça croît et ça meurt. Et puis qu'il faut, de temps en temps, savoir couper des forêts si on veut avoir une énergie renouvelable avec les bois de chauffage. Alors ces élections départementales, elles étaient initialement prévues en mars prochain. Oui. Elles seront probablement reportées. On parle du mois de juin. Oui. Ça change quelque chose pour vous tout d'abord ? Est-ce que vous préférez vivre cette situation comme cela ? Le calendrier vous paraît raisonnable ? Alors le calendrier me paraît tout à fait raisonnable. Ce qui n'aurait pas été raisonnable, à mon sens, c'est qu'on les repousse de 2 ans, puisque c'est une question qui a été sur la table. Non, repousser de 3 mois, ça ne change rien. Et pour ce qui concerne la Dordogne, on vote en général le budget au premier trimestre. On le faisait au mois de mars, maintenant on le faisait en février. Bon, on le votera au premier trimestre, donc ça ne changera pas grand-chose. Il n'y a pas de surprise, vous avez d'ores et déjà annoncé que vous seriez à nouveau candidat pour votre succession, vous l'avez annoncé très tôt. Ça veut dire que vous avez évidemment en tête déjà des projets pour ce nouveau mandat. Bien sûr. Quels seraient les temps forts de ce nouveau mandat ? La campagne électorale elle n'est pas engagée, c'est clair. Je ne veux pas. Mais je veux terminer ce qui est le grand projet de ma mandature. Vraiment, le grand projet, c'est l'installation de la fibre en Dordogne. Puisqu'on est en train de construire un réseau qui touche 100% des 300 000 habitations principales et secondaires de la Dordogne, qui va être 100% fibre et qui va être 100% public. Alors justement, cette fibre, c'est extrêmement important évidemment pour le département. Ça l'était il y a déjà quelques années, mais avec
le coronavirus, avec ce confinement qui a été vécu, on sait qu'il y a un souhait de retour à la campagne ou dans des départements plus ruraux. Oui. Ça tombe extrêmement bien. Est-ce que vous ressentez, vous, cette demande ? Alors, on l'a ressenti après le premier confinement, notamment en termes d'achat. Toutes les agences immobilières étaient à l'arrêt et puis il y a eu un rebond. Et je crois qu'il y a une volonté de sortir des métropoles avec leurs inconvénients. Passer 40 minutes par jour sur la rocade, y compris à Bordeaux, ou à Toulouse ou à Lyon, ça n'intéresse personne. Donc il y a, je crois, une envie de revenir vivre à la campagne. Encore faut-il en avoir les moyens. Ce sont des moyens de travail essentiellement, mais ce sont aussi des connexions et des relations. Et ça passe par les routes, on en reparlera avec Benac, ça passe par les voies ferrées, ça passe par les liaisons aériennes, mais aussi et beaucoup par la fibre aujourd'hui. Est-ce que vous mettez en place une stratégie, un développement, un échange avec les grandes villes, avec la métropole bordelaise par exemple, oui, pour créer un lien, un trait d'union entre votre département et une grosse agglomération ? Oui, on a des relations. J'avais des relations avec Alain Juppé il y a quelque temps, qui nous avait aidés d'ailleurs pour renforcer le pôle universitaire et qui avait pris position sur Benac aussi. Il avait écrit au Premier ministre pour dire qu'il fallait le faire, parce qu'il connaissait l'endroit. Mais aujourd'hui, on continue à avoir des relations avec la métropole. Mais on ne peut pas imaginer que l'on vivra en Dordogne uniquement avec les emplois à Bordeaux. Parce qu'on va refaire les mêmes erreurs qu'en région parisienne. Si vivre à Bordeaux, c'est habiter en Dordogne, ou à Langon, ou très loin dans le Blayais, passer 2 heures par jour sur la route, passer une partie de sa paye dans les transports, ça ne marchera pas. Si l'on veut que la Dordogne vive, il faut renforcer la formation dans notre département, et c'est ce qu'on est en train de faire avec le pôle universitaire, et il faut que des entreprises n'aient pas leur siège à Bordeaux et obligent leurs ouvriers et les employés à faire la navette chaque jour, mais il faut qu'elles viennent s'installer dans le monde rural. Alors, comme partout en France, dans votre département, vous faites face à cette crise sanitaire. Quels sont les constats que vous faites depuis plusieurs mois ? Quelle forme prend cette crise sur votre territoire ? Alors, d'abord, le département de la Dordogne, il a été relativement peu touché. Mais on a quand même eu plus de 30 morts, essentiellement dans les EHPAD et à l'hôpital de Périgueux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vécu le premier confinement comme un état de choc, un véritable état de sidération. Les entreprises de travaux publics du bâtiment s'étaient arrêtées. Beaucoup d'entreprises s'étaient arrêtées. Elles ont eu du mal à redémarrer. Et le déconfinement, qui, comme le dit M. Cassette, a été peut-être un peu rapide, a permis de reprendre. Là, on a vécu une deuxième partie du confinement et il a été beaucoup moins accepté. D'abord pour des raisons économiques. Les commerçants qui vont ouvrir, ou qui ont ouvert hier, samedi, les commerçants ne comprenaient pas qu'on leur interdise d'accueillir quelques personnes dans un magasin, alors qu'il y en avait des centaines en grande surface. Et puis, la restriction de liberté, elle a été vécue beaucoup plus durement, et notamment par ceux qui sont des amateurs de la pleine nature. Quand j'ai vu un reportage de votre chaîne de télévision où la police empêchait les adhérents des ours blancs à Biarritz d'aller se baigner comme ils le font tous les jours. Quand j'ai vu que la gendarmerie maritime avait été mobilisée pour chasser les surfeurs, quand on ne pouvait pas partir faire du VTT, quand on ne pouvait pas aller pêcher à la ligne, on ne pouvait pas aller marcher. Je crois que là, il aurait fallu une adaptation plus souple. Tout ne peut pas se décider à Paris, et ce qui est vrai dans les métropoles ou à la capitale n'est pas forcément vrai pour le reste de l'espace du pays, qui est un espace rural. Donc lorsque vous entendez, comme cette semaine, le président de la République s'exprimer, donner la ligne de conduite, vous estimez qu'il y a des décisions qui sont prises pour éviter des injustices ou des incompréhensions en fonction des territoires ? Je crois sincèrement qu'il a été entendu. Mais ce qui me surprend le plus dans cette affaire-là, c'est que ce soit le président de la République qui se soit exprimé 7 fois ou 8 fois pendant la crise et qui rentre dans le détail des mesures. En vérité, on a plus affaire là à un Premier ministre qu'à un président de la République. Bon, c'est mon opinion personnelle. Alors, à votre poste et de votre fauteuil de président du département, vous voyez évidemment cette crise de très très près. Elle impacte une population que vous ne connaissiez pas précédemment, c'est-à-dire que vous apportez de l'aide à des secteurs, des professions qui a priori n'avaient pas besoin de votre aide précédemment.
Ben, on a, vous le savez, les départements, on a nos compétences en économie qui ont été réduites, puisque c'est la région qui est chef de pile en économie. Il n'empêche qu'on a gardé la possibilité d'aider directement les entreprises dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine du bois, dans le domaine de la pêche. Et là, on a dû apporter une aide sociale exceptionnelle qu'on a votée il y a quelques semaines à une population qu'on n'aidait pas d'habitude, qui était des indépendants, et notamment des commerçants, et notamment des petits commerçants, des coiffeurs, des gens qui ont des petits commerces, ou des restaurateurs, dont une partie sont les oubliés de l'histoire, parce qu'ils passaient à travers les mailles du filet, les aides que l'État a mis en place et que la région avait mis en place. Justement, les aides, justement, au niveau du département, vous gérez le RSA, le revenu de solidarité active. Les chiffres semblent montrer une augmentation extrêmement importante des demandeurs et des bénéficiaires du RSA. C'est ce que vous constatez également en Dordogne? Alors, on le constate en Dordogne comme dans tous les départements de France. Vous avez des chiffres d'ailleurs à nous communiquer? Oui, c'est quasiment 10% de plus en termes de ressortissants d'allocataires du RSA. Et ce sera des dépenses sociales qui auront progressé en 2020 de 14 millions, mais en pourcentage, ça fait 6% de plus que par rapport à 2019. Et je considère aujourd'hui qu'on n'est qu'au début de cette crise. Parce que si la crise sanitaire n'est pas finie, la crise sociale et la crise économique, elle est devant nous. D'ailleurs, il n'y a pas une journée où des grandes entreprises n'annoncent pas des centaines, quelquefois des milliers de licenciements. Et on le voit sur le terrain que la situation est très compliquée. Les associations voient le nombre de bénéficiaires d'aide alimentaire exploser, je crois que c'est le mot. Regardez ce reportage signé Émilie Bersard et Camille Michelin. C'est désormais une fois par semaine que les bénévoles du Secours populaire distribuent l'aide alimentaire. Compote et confiture et chocolat. Un rythme plus soutenu pour une demande sans cesse croissante qui pousse la structure à s'adapter. Ce colis, par exemple, sera livré directement à un bénéficiaire atteint de la Covid. Ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne pourraient pas manger, donc on a beaucoup d'appels pour des livraisons à domicile. Ici, on enregistre 45% de demandes en plus. Cet homme, qui a souhaité garder l'anonymat, vient pour la première fois demander de l'aide. Avec le confinement, tout ça, c'est pas évident. Et du coup, on nous a dit qu'on pouvait venir chercher des trucs ici, moyennant un petit coût, quoi. Donc voilà, c'est pour arranger, quoi. On a beaucoup de nouveaux, voilà, des artisans, des commerçants même. C'est très douloureux pour eux de faire cette démarche. Même tendance au Secours catholique. À distance et malgré le confinement, les aides financières, alimentaires se poursuivent. Et les visites à domicile, ils vont pouvoir poursuivre ou pas? Super. Là aussi, de nouveaux visages frappent à la porte de ces associations. On a aujourd'hui des jeunes, notamment de 18 à 25 ans, qui ont perdu leur petit job. La crise sanitaire que nous traversons, avec ses conséquences sociales, ça les plonge dans une situation inextricable. D'un point de vue économique, d'un point de vue budgétaire, j'ai envie de dire, puisqu'il faut bien en parler, comment gérez-vous l'augmentation de ces chiffres du nombre de bénéficiaires? Alors, pour l'année 2020 et pour l'année 2021, on avait géré extrêmement rigoureusement les 5 dernières années de notre mandat qui nous permettent de passer ce cap. Ensuite, nous le verrons, puisqu'on n'aura plus la ressource de l'impôt, puisque la part d'impôt du foncier bâti a été donnée aux communes et on aura, nous, en remplacement, une dotation de l'État. On espère qu'elle connaîtra le même dynamisme. Mais vous savez, il n'y aura pas 36 solutions. Soit on réduira nos dépenses, soit on s'endettera. Mais ce que je voulais dire sur la crise, c'est qu'il ne faut pas rajouter de la crise à la crise. Et aujourd'hui, il y a des mesures nationales qui doivent être stoppées. C'est notamment la réforme des APL, des aides pour le logement, c'est la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Ces 3 réformes-là vont encore faire augmenter le nombre des pauvres dans notre pays. Et les chiffres qui sont tombés au cours des 2 semaines sont très clairs. Depuis 1980, en 40 ans, le nombre des Français qui sont atteints par le seuil de pauvreté, qui ont passé le seuil de pauvreté, a été multiplié par 8. Et depuis 2012, en 8 ans, le nombre des SDF dans notre pays a doublé. Exactement. Donc je crois qu'il y a des mesures nationales qui doivent faire en sorte que la répartition de la richesse du pays soit meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous, au niveau départemental, au niveau local, vous avez atteint les limites de ce que vous pouviez faire?
Alors, nous, on réclame, les départements de gauche ont encore réclamé il y a quelques semaines que l'on remette sur la table la question du revenu de base. Parce que ce qui vous est dit dans ce reportage, c'est que les jeunes sont particulièrement frappés par la crise. Il faut savoir qu'en dessous de 25 ans, on n'a quasiment droit à rien. Et donc, il faut que notre société réagisse. Pour nous, pour le moment, moi, je ne veux pas qu'on touche à l'investissement, parce que ce n'est pas quand on a des difficultés, que les entreprises ont des difficultés, qu'il faut moins investir. Et au contraire, on maintiendra en 2021 un haut budget d'investissement, parce que derrière l'investissement, il y a du travail d'entreprise, il y a l'emploi. Un mot de politique nationale dans cette émission, mais un mot important. Que pensez-vous de la proposition de loi qui a été débattue cette semaine à l'Assemblée nationale, loi sur la sécurité globale ? Faut-il retirer cet article 24 qui prévoit de sanctionner la diffusion d'images malveillantes, je cite, des forces de l'ordre ? Écoutez, je pense comme le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti. Il a dit une chose très claire. Dans le droit pénal, on juge des faits. On ne juge pas des intentions. Et dans cet article-là, l'article 24, on introduit l'idée qu'il pourrait y avoir, on pourrait pénaliser quelqu'un qui diffuserait des images avec une intention malveillante. Bon, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, et en vérité, c'est ressenti par tous les organes de presse comme une façon de censurer la presse. Et on voit bien dans le drame qui a été sous les yeux de tous les Français, c'est-à-dire l'agression manifeste de 3 policiers contre une personne. On se demande si quelqu'un était arrivé, s'il ne l'aurait pas tué. Je ne sais pas, ça dure 4 à 5 minutes. Ce n'est pas un seul coup porté par hasard ou par réflexe. On voit bien qu'on a besoin d'images. Et là, c'était des images de vidéosurveillance. Si elles n'y avaient pas été, peut-être que la personne en question aurait eu tort. Donc moi, je crois qu'il faut à la fois protéger les policiers et les fonctionnaires qui font un travail extrêmement difficile, mais il faut garantir la liberté de la presse. Et ce n'est pas en étouffant les choses qu'on fera progresser la société. Alors, nous en parlions en début de cette émission, la déviation de Bennac, gros dossier pendant ce mandat pour vous, dossier qui a agité vos jours et peut-être vos nuits également, certainement. Cette déviation avait pour but de limiter le trafic routier dans ce petit village de Bennac. Les travaux qui avaient débuté ont été stoppés. La justice a définitivement annulé ce projet. Pire, vous avez été condamné à remettre le site en état. Oui. Quel est votre sentiment aujourd'hui et quelle est votre vision des choses, puisque vous avez été condamné, vous devez remettre le site en état? D'abord, j'ai dit que je respecterais les décisions de justice. Mais démolir ce qu'on a construit, ça prend du temps. Et on a un comité de suivi qui fait que nous prévoyons de démarrer les travaux en 2023. Mais avant ça, j'espère qu'on va retrouver la voie du bon sens dans ce pays. Parce que, revenons au début, pourquoi, depuis 35 ans, l'Assemblée départementale, quasiment à l'unanimité en permanence, pourquoi 3 présidents avant moi ont engagé le dossier de Bennac et ont décidé de le faire? D'abord pour régler des problèmes de sécurité. Et les problèmes de sécurité sont très clairs. On a 2 zones de falaises qui ont été classées en zone rouge par l'État. C'est l'État qui les a classées, ce n'est pas le président du département. On ne peut pas refaire ce matin tout le dossier de Bennac. Mais en revanche, est-ce que vous allez accepter la justice à trancher en fait? Il faut que les gens comprennent. Non, ce n'est pas la justice, c'est l'injustice qui a tranché. Ce n'est pas du tout pareil. Il faut que les gens comprennent bien. Vous ne reconnaissez pas la justice du pays? Pourquoi, depuis 35 ans, l'Assemblée départementale a voulu faire cette déviation? D'abord pour des problèmes de sécurité. Il y a une question de falaise et il y a une question de croisement qui fait que entre 2 gros gabarits, on le sait, on n'évitera pas quelqu'un. Et je veux dire ici que si demain nous avons un 2e Puisseguin à Bennac, c'est pas moi qui le dis, ce sont des constats d'huissiers, c'est un constat du SDIS, ce sont les professionnels du transport qui nous disent on ne pourra pas évacuer un car d'enfants qui s'enflammera dans Bennac un jour. Il y aura des morts. Eh bien moi je veux dire que ceux qui s'opposent au projet, quels qu'ils soient, porteront ce jour-là une énorme responsabilité. Pour bien comprendre, on est dans un cas... Vous êtes condamné à remettre le site, donc comme vous l'aviez trouvé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore un recours? Il n'y a plus de recours, en tous les cas, juridique. Quelle est votre dernière cartouche, votre dernière carte dans votre manche? Non, ne croyez pas que l'affaire soit finie. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a quasiment une atteinte à une personne qui est en danger. Quand on a connaissance d'un danger,
Nous, le département, on essaie de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on essaie de dévier 70% de la circulation pour éviter le danger. Ceux qui veulent qu'on maintienne le danger, je le répète, ils porteront une très lourde responsabilité. Et aujourd'hui, Monsieur le maire, je vous le dis, au plus haut niveau de l'État, le président de la République, le Premier ministre, plusieurs ministres aujourd'hui comprennent qu'on ne peut pas continuer comme on le fait aujourd'hui en France. Il y a 15 jours, un tribunal administratif de la région parisienne a arrêté le projet du Charles de Gaulle Express. C'est quoi? C'est 32 km de voie ferrée entre Charles de Gaulle et la gare de l'Est pour désengorger à la fois l'autoroute et permettre le transport des gens. Au milieu du parcours, eh bien, il y a une zone qui est arrêtée, où les travaux sont arrêtés, pour les mêmes raisons qu'à Beinac, d'ailleurs avec le même cabinet d'avocats, et pour les mêmes raisons. C'est l'atteinte aux habitats des espèces protégées, les oiseaux et les grenouilles. Le chantier, à Paris, c'est 2 milliards d'euros. J'attends de savoir si on va le faire démolir. Aujourd'hui, moi je dis, et d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, Madame Borne l'a dit, Madame Belloubet l'a dit, Monsieur Djebari l'a dit, le ministre des Transports, on ne peut pas laisser le droit en l'état. Tout ce qu'a fait le département, il l'a fait légalement. On l'a fait parce qu'on a été autorisé. On a eu toutes les autorisations de l'État, on nous les enlève aujourd'hui. C'est une situation incompréhensible. C'est bien entendu. Dans votre département, la communauté britannique est très présente. Oui. Elle s'inquiète, cette communauté, de l'action du Brexit. Et on voit qu'il y a beaucoup de démarches pour obtenir une carte de séjour très rapidement, avant le 31 décembre. Oui. C'est une situation qui vous inquiète par rapport à ces habitants que vous gérez dans votre département et qui comptent dans votre département? Écoutez, les Anglais sont bienvenus en Dordogne, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne remonte pas à la guerre de 100 ans. Hein. Mais ils sont les bienvenus en Dordogne, où ils sont très nombreux, notamment dans le Bergeracois, et où ils partagent avec nous l'amour des belles pierres, l'amour du vin et l'amour du rugby. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils puissent venir, et c'est ce qu'ils souhaitent aussi, c'est qu'ils puissent venir dans notre région aussi librement qu'avant. La différence, c'est qu'il faudra qu'ils aient un titre de séjour. Et donc, on fait la queue à la préfecture de Périgueux, qui a ouvert un bureau spécial pour favoriser l'accueil des Britanniques. Un mot également dans cette émission, avant d'arriver au terme de ce dimanche en politique. On ne peut pas parler de la Dordogne sans parler de la préhistoire, de l'ASCO. Vous venez d'être élu président du réseau européen des chemins de l'art rupestre préhistorique. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce réseau et surtout à quoi il sert, ce réseau? Alors, en deux mots. En 1949, le traité de Londres a créé le Conseil de l'Europe, qui rassemble 47 pays, et c'est la Grande Europe, et qui était fait pour unifier les Européens, et surtout éviter que se reproduisent des drames comme on a connu auparavant. Le Conseil de l'Europe, à partir de 1987, il a créé des chemins culturels. Le premier, ça a été le chemin de Saint-Jacques, mais il y a des chemins sur l'art roman, il y a des chemins sur la céramique, il y a des chemins sur les grands hommes, etc., et en 2000, nos amis espagnols ont créé une association, CARP, Carreteras del Arte Rupestre Prehistórico, les chemins de l'art rupestre préhistorique. Nos amis espagnols ont créé une association pour construire un chemin qui a été labellisé par le Conseil de l'Europe. Et je suis devenu, il y a quelques jours, le président de cette route européenne qui comprend le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, mais aussi l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Finlande et la Norvège, et qui est chargé d'assurer la promotion de l'art rupestre. Parce que s'il y a quelque chose qui unit les Européens, mais qui unit les humains sur la planète, c'est bien notre passé, et notamment notre passé préhistorique. On va se garder les 2 dernières minutes de cette émission pour parler sport. Et on va regarder des images, elles sont assez étonnantes. Je ne sais pas si les habitants de Dordogne connaissent votre passé de sportif. Vous avez été vice-champion du monde de canoë-kayak biplace. C'est ce que l'on voit là. Alors ce n'est pas vous à l'image, mais c'était une compétition en 1981 au Pays de Galles. On va voir ensuite des photos où vous pratiquez encore le canoë-kayak, une discipline extrêmement exigeante. Qu'est-ce que vous retenez du sport de ce haut niveau et de quelle manière vous avez utilisé ce sport, cette notion sportive dans le monde politique? Écoutez, d'abord, j'ai eu la chance de pratiquer le canoë-kayak à haut niveau, puisque avec mon épouse, on nous voit sur quelques photos, on a eu la chance de faire 2 championnats du monde, en 77 en Autriche, en 80 à Bala, où l'on a terminé second, et une Coupe d'Europe en 78, où on a terminé 3e. Moi, je suis très attaché à la pratique sportive, parce que je crois qu'au-delà de ce que le sport apporte individuellement,
en matière de connaissance de soi, en matière de connaissance de l'effort. On découvre à travers le sport ce que le corps est capable de faire. Vous savez, le corps il est capable de choses extraordinaires. Vous lui faites faire un effort 1 fois par jour, et puis 2 fois par semaine, et puis 3 fois, et puis 5 fois, et après 2 fois par jour. Et vous allez, vous, monsieur Omer, obtenir des performances que vous ne soupçonnez pas. Je ne sais pas. Donc avec le sport, on est capable de se connaître et de se grandir. On apprend à se contrôler. Mais le sport, c'est surtout une vie commune. C'est surtout une vie commune. C'est l'apprentissage de la vie en groupe et d'apprendre les règles. Alors, en 15 secondes, donc le sport, vous continuez à pratiquer. Oui, C'est comme oui. la politique, vous avez du mal à décrocher? Vous savez, cette photo-là, la dernière, je ne sais pas si on la voit à l'écran, c'est une photo des championnats de France de 2019 ou 2018. Oui, je continue à courir. D'ailleurs, j'étais à Tours avec le club avec mon club, le club de Castelnau, pour courir les championnats de France de sprint. Le jour où le président de la République nous a dit qu'il fallait rentrer. Et je pense que c'est très utile de bien se connaître, de bien connaître les autres, d'être endurant, de savoir prendre des coups en politique. Je crois que c'est très utile. Eh bien, il y aura une autre course en 2021 avec l'élection départementale, probablement au printemps prochain. Une autre forme de compétition. C'est la fin de cette émission. Merci Germinal Perrault, merci beaucoup. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.